enregistrer cette conférence. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran pour que vous puissiez voir les diapositives de projection pour cette conférence. Vous me confirmez bien que vous les voyez bien et que vous m'entendez bien? N'est-ce pas? Oui. Très bien, parfait. Alors, merci d'être présent aujourd'hui pour cette 4e édition des rendez-vous fédéralistes organisée par l'UEF Sud-France. Elle a pour titre « Relations extérieures de l'Union européenne, hier, aujourd'hui et demain, changement de paradigme » et sera présentée par Michel Caillouette, ancien ambassadeur de l'Union européenne. Cette conférence tombe à point nommé au vu des conjonctures récentes. Les États-Unis, sous la présidence Trump, ont rejoint les rangs des opposants à la multipolarité en se retirant des accords sur le nucléaire iranien, en suspendant les financements à l'OMS, et tout ceci se superpose aux montées des populismes en Europe, notamment en Pologne, en Italie ou en Hongrie. Et donc, tout ceci soulève des questions complexes et fondamentales. Dans une fédération, les relations extérieures sont de la compétence prioritaire de la fédération. C'est le cas aux États-Unis, en Inde ou au Brésil. Et pourquoi ne serait-ce pas le cas de l'Union européenne? Pour présenter la suite de cette problématique et ses réponses, l'annonce du plan, donc un rappel historique vous sera fait par Michel Caillouette, une présentation des instruments de la politique extérieure européenne, une présentation des forces et faiblesses de l'Union européenne, une analyse des résultats de la coopération dans le domaine et une projection sur l'avenir de l'Union européenne en la matière. Je vous demanderai de bien vouloir, s'il vous plaît, couper vos micros. Michel, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Là, je ne vois pas tout le monde sur l'écran, mais enfin, je sais que vous êtes là. Je suis très heureux d'être moi-même derrière l'écran. C'est la vie de 2020 et maintenant la vie de 2021. Donc, on va parler des relations extérieures de l'Union européenne. C'est un vaste sujet et je vais commencer, comme l'a suggéré Samir, par faire un peu sur le plan historique. Je ne vais pas remonter aux Romains. Il y avait peut-être une politique extérieure européenne à l'époque des Romains. Je ne vais pas remonter à Charlemagne, mais je vais remonter quand même à 1643. Je pense que les historiens sont plus ou moins d'accord. C'est la fin de la guerre de 30 ans en Europe, dévastatrice, et le traité de Westphalie. En fait, c'est le démarrage d'une espèce d'équilibre européen entre les nations. Vous avez ici la carte, où chacun a mené sa politique extérieure, souvent contre les autres. Et c'était en fait une domination réciproque sur le continent européen, ceci lié à l'impérialisme, à la colonisation, etc. Et cette phase de nationalisme a eu, enfin je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais a eu une apothéose. Une apothéose dans la première moitié du XXe siècle, avec la guerre de 14, la guerre de 39, dont on connaît les désastres. Alors en fait, depuis 70 ans, on essaye de faire quelque chose d'autre, quelque chose de différent, et d'asseoir des valeurs européennes. C'est la recherche de la paix européenne, et on en est là. Et de plus en plus, je vais essayer de le montrer, il y a eu une institutionnalisation de la coopération politique européenne, des résultats peut-être, on en parlera ensuite, mais je voudrais vous donner les différentes étapes. En fait, ça a démarré, des velléités ont démarré en 1970 avec le vicomte d'Avignon, qui était à l'époque à Bruxelles, qui a fait un rapport sur la coopération politique européenne. À la même époque, il y avait M. Werner qui faisait la même chose sur l'aspect monétaire. Disons que l'aspect monétaire avec l'euro a eu plus de succès jusqu'à maintenant que la coopération politique extérieure. Donc, de 1970 à 1993, il y a eu une coopération politique européenne assez informelle, à minima. Et ensuite, sur base du rapport d'Avignon, l'acte unique européen qui a donné une réalité institutionnelle à la coopération politique européenne. Ensuite, progressivement, en 1986, donc la coopération politique sort de l'informel, et en 1993,
on crée ce que l'on appelle, excusez-moi pour les acronymes, mais des acronymes, il y en a un peu partout, il y en a en Europe, mais il y en a aussi en France, et on a créé ce qu'on a appelé la PESC, la politique extérieure et de sécurité commune, créée en 1993. 1999, pour avoir une représentation extérieure un peu plus appropriée, on crée le poste de haut représentant de la PESC. Le premier titulaire a été Javier Solana. Et en janvier 2001, pour asseoir un dialogue plus affirmé entre les différents États membres, on a créé ce qu'on appelle le COPS, c'est la réunion des ambassadeurs qui se réunit de manière permanente à Bruxelles pour essayer de travailler ensemble et avoir ce que je pourrais appeler un langage commun en matière de diplomatie européenne, parce que nous avons des parcours, nous avons des histoires différentes, etc. Comment travailler ensemble. Là, d'ailleurs, j'aimerais faire parce qu'il y a eu des velléités avant. Entre la guerre de 14 et la guerre de 39, il y avait Stresemann et Briand, Aristide Briand, qui s'étaient rencontrés à Locarno en 1924 et qui aurait voulu faire de la paix européenne et l'accord entre la France et l'Allemagne. Et Briand avait dit à l'époque, nous sommes rencontrés, nous avons parlé européen. Donc c'est un peu le but de ce qu'on fait maintenant avec toutes ces structures dont je vais parler, notamment le COPS, parler ensemble, affiner une culture diplomatique commune européenne. Et tout ceci, en fait, et ça c'est une caractéristique de ce qui est fait au niveau européen, ça a été institutionnalisé. Et en fait, il n'y a aucun État au monde qui codifie aussi bien, enfin, espérons, les résultats malheureusement ne sont pas forcément là, mais sur le plan du papier, c'est très bien fait, de codifier ses objectifs, les normes, les règles procédurales de la politique étrangère comme le fait l'Union européenne. Donc on a un cadre qui existe avec des rapports, avec également des informations chiffrées. Enfin, les Russes n'ont pas encore réussi à rentrer dans le système du COPS, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Alors je voudrais, parce qu'en fait, il y a eu une période très informelle, maintenant une période formelle, mais j'aimerais revenir, et Samir va nous montrer une diapositive sur l'Amérique centrale, si tu veux. Oui. Oui. Elle y est, je ne vois pas moi. Oui. Voilà. En fait, dans la période informelle, je voudrais pas en dire trop, mais voilà. C'était en fait l'Amérique centrale, ça se sait pas beaucoup, mais ça a été la première tentative ou la première réalisation de coopération politique européenne sur un territoire qui était le territoire des États-Unis. Il y a la doctrine Monroe de 1823 qui interdit à ceux qui sont en dehors des États-Unis de pouvoir intervenir en Amérique latine. Mais nous l'avons fait en 1984. Il faut se souvenir à l'époque que cette petite région au monde, elle était en proie à des guerres civiles absolument effroyables, avec les sandinistes qui avaient chassé Somoza au Nicaragua, au Honduras, au Guatemala, et que c'était au Panama également. C'était une zone où il y a eu, je ne sais pas, 40 000, 50 000 morts, enfin on ne sait pas trop. Et, c'est pas curieusement, mais c'est peut-être aussi grâce à la perspective de l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans l'Europe, dans la communauté européenne de l'époque, qu'il a été décidé de faire quelque chose, de projeter les valeurs européennes de paix dans cette région. Et ça a été fait, il y a eu des rencontres qui ont été faites entre les différents belligérants, c'est ce qu'on appelle la résolution des conflits. J'y avais participé un peu à l'époque, et après il y a eu une grande réunion, on a convoqué tous les ministres des Affaires étrangères européens, ils étaient 6 à l'époque, mais les Espagnols et les Portugais sont venus aussi, tous les ministres d'Amérique latine, et il y a eu une réunion orchestrée en fait à l'époque par le commissaire européen au développement qui était Edgar Pisani. Une très bonne réunion, ça a marché, il y a eu accord et il y a eu la pacification. Et Oscar Arias, qui était le président du côté latino-américain, le président du Costa Rica, a reçu ensuite le prix Nobel. Donc pacification, et depuis il y a ce qu'on appelle le processus de San José. Donc première opération de coopération politique européenne, réussie, faite de manière informelle, mais c'était tout à fait enthousiasmant. Ça a continué ensuite, je parle de l'Amérique latine parce que je le connais bien, ça a continué ensuite, l'Europe à l'intérieur de ce qu'on appelle le groupe de Rio, le groupe de Contadora, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'Europe a contribué
à faire disparaître le fléau des dictatures qui existaient dans cette région. Le Chili, l'Argentine, également les terrorismes comme au Pérou, etc. L'Europe, avec sa coopération, avec son dialogue, a contribué à faire évoluer, à transmettre les valeurs de paix qui sont celles de l'Europe. Donc quelque chose, je crois, d'assez intéressant. Voilà, Samir, oui. Oui, Michel, pourriez-vous décrire quels sont aujourd'hui les instruments de la politique extérieure européenne? Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible parce qu'il y en a beaucoup. En fait, une bonne politique extérieure, elle devrait prendre en compte toutes les possibilités qui existent en termes de politique. Alors, qu'est-ce qui existe au niveau européen? Le commerce. Je vais parler un peu des relations commerciales, comment asseoir notre importance commerciale dans le monde. Les aides au développement humanitaire. Après, il y a le domaine des affaires étrangères, des affaires étrangères et de la défense. Le problème que nous avons, c'est que tous ces instruments obéissent à des modalités, des procédures différentes. Le commerce international et les aides au développement, ils sont ce que l'on dit dans le jargon, excusez-moi si je parle le jargon ici, mais elles sont communautarisées. Ça veut dire qu'il y a les règles de la majorité qualifiée, oui, et c'est la Commission qui est maître d'œuvre une fois qu'un accord a été obtenu. Ce n'est pas du tout le cas pour la politique extérieure et la défense, puisqu'il y a des problèmes sans doute importants de souveraineté. L'unanimité est réclamée pour ce type de politique. Alors, je vais passer en revue rapidement ces différentes politiques. La politique commerciale européenne, c'est une compétence exclusive de l'Union. Certains observateurs, je crois que les chiffres sont justes, ils nous disent que 50 millions d'emplois dépendent des exportations en dehors de l'Union européenne. Sans doute 90% de la croissance mondiale future se réalisera en dehors des frontières de l'Union européenne. La montée en puissance de l'Asie, par exemple, en est le phénomène le plus évident. Rappelez qu'au jour d'aujourd'hui, malgré un certain déclin, l'Union européenne est le deuxième plus grand exportateur au niveau mondial, juste derrière la Chine et devant les États-Unis. Alors, dans ce contexte-là, l'Europe, depuis longtemps, a travaillé et a négocié des accords avec un certain nombre de pays dans le monde. Alors, Samir, si tu veux passer peut-être les accords que nous avons avec le reste du monde. On a appelé au départ ces accords des accords de libre-échange. Peut-être les premiers étaient des accords de libre-échange, mais maintenant il y a peut-être un abus de vocabulaire parce que dans ces accords, on parle de deuxième, troisième génération, inclut autre chose que le libre-échange. Ce n'est pas seulement la diminution des tarifs, etc. Dans la plupart de nos accords, nous avons des négociations sur les normes sociales, des négociations sur les critères d'environnement, des négociations sur la qualité des produits, etc. Et les derniers accords qui ont été signés, par exemple, avec le Japon ou le Vietnam, incorporent tout ceci. Et, par exemple, le Vietnam a accepté de ne pas avoir de travail forcé pour les enfants, etc., sur son territoire. C'est dans l'accord européen. Je parlerai de la Chine plus tard parce que malheureusement, c'est un peu différent. Alors, ces accords sont là et vous savez que ça fait l'objet de beaucoup de polémiques internes chez nous. Quand on a essayé de négocier le NAFTA avec les États-Unis, le CETA avec le Canada, je dirais, excusez-moi de dire, mais il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites autour de tout ça. Enfin, c'est pas grave, ça fait partie de la vie démocratique. Donc voilà pour les accords avec les pays tiers. Il y a aussi beaucoup de choses dans le domaine juridique. Nous sommes une puissance juridique, oui, et dans ces accords, il y a pas mal d'éléments sur le plan juridique. Un mot sur un autre instrument qui est quand même un instrument de relations extérieures au sens large, c'est la politique d'anti-dumping, qui est assez active au niveau européen. Également, un mot sur la politique de concurrence. On a mis l'accent peut-être trop sur la concurrence libre et non faussée. Ceci dit, la politique de lutte contre les abus de position dominante, c'est quand même utile en ce qui concerne la baisse des prix sur l'inflation.
Mais je crois qu'il y a une grosse réflexion qui se fait, et j'espère qu'il y aura des actions. Comment créer, au-delà de la concurrence, de grands groupes industriels européens capables de rentrer en concurrence, en fait, sur le plan mondial. Là, effectivement, il y a eu peut-être un certain nombre de succès avec Airbus, enfin, ce genre de choses, mais on devrait faire beaucoup mieux pour asseoir une politique extérieure commune plus solide. Un dernier mot sur ce qui a été fait au niveau de la Commission et des États membres relativement aux GAFAM en ce qui concerne l'évasion fiscale, etc., etc. Il y a eu un certain nombre d'actions. Là, on est en train certainement en Europe de s'affirmer dans ce domaine, même si, et je le regrette, nous sommes totalement dépendants sur ces instruments de la technologie américaine. Alors, deuxième, après le développement, après le commerce, la coopération au développement. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais au jour d'aujourd'hui, et c'est depuis longtemps d'ailleurs, l'Union européenne est la plus grande pourvoyeuse d'aide au développement. Et en fait, nous sommes très près de l'objectif de 1% d'aide au développement par rapport au PIB qui a été décidé par les Nations Unies. 80 milliards d'euros en 2019. L'Union européenne et ses États membres assurent la moitié de l'aide mondiale au développement. Alors, cette coopération au développement, parfois, elle est critiquée. Vous savez, il suffit qu'il y ait 1% ou 2% de choses qui ne marchent pas et tout de suite, ça va dans les journaux. Oui. Mais malheureusement, on présente trop rarement les succès, parce qu'il y a eu des succès, il y a eu des choses qui ont été faites grâce à la coopération européenne. Je voudrais donner peut-être un exemple que j'ai vécu personnellement. Si Samir, si tu peux passer sur... voilà. J'ai travaillé, j'ai travaillé sur la coopération économique avec l'Amérique latine. Et en 1994, on a créé un programme qui s'appelle Alinvest, un programme qui est destiné aux petites et moyennes entreprises d'Amérique latine et d'Europe. Et on a travaillé avec le maximum de partenaires européens à travers les chambres de commerce, à travers les fédérations d'industrie. Et on a créé un vaste réseau en Amérique latine qui s'appelle le réseau des Eurocentros, de centres de coopération industrielle, etc. Et en fait, grâce à ces réseaux, il y a des réunions sectorielles où chacun est spécialisé, etc., qui se passent. Les entreprises se déplacent, se contactent, il y a des accords qui se font sur la formation, sur la recherche de partenaires, etc. Et je dois dire, je suis très content de ce programme qui a été décidé en 1994 et qui maintenant continue. Nous sommes à Alinvest 5.0. Et il est entièrement autofinancé maintenant. On avait injecté 40 millions d'euros progressivement dans ce programme et maintenant c'est entièrement autofinancé par le système économique, aussi bien d'Amérique latine que d'Europe. Et dernier bilan, ce programme a permis de créer 100 000 emplois à la fois en Europe et en Amérique latine. Voilà un exemple de coopération réussie. Et on a pu le faire parce qu'on a fait travailler des partenaires européens ensemble. Je ne pense pas que bilatéralement, ceci aurait été possible. Il y a d'autres exemples, comme on dit en anglais, de success stories. Je ne vais pas parler de l'Inde, mais enfin, je l'ai quand même vécu. En matière d'éducation, en matière de santé, lorsque j'étais en poste, il y avait un portefeuille de 1 milliard d'euros et ça a très bien marché. Le taux d'alphabétisation en Inde a énormément augmenté. Je crois que c'est plus de 90% maintenant. Oui. Et l'Europe a joué son rôle, donc c'est très bien. Ceci dit, cette coopération importante par rapport aux autres partenaires mondiaux, elle n'a pas l'impact qu'il faudrait sur le plan politique. Oui. Elle est un peu peut-être déconnectée. Je prendrai un exemple, le Moyen-Orient. La Palestine, on est aussi les plus importants en matière de coopération. Oui. Quel est le résultat politique que nous en tirons? Donc il y a effectivement sans doute un problème qui existe de meilleure synergie, de meilleure coordination. Maintenant, je vais passer à la coopération politique proprement dite. Je vous ai dit tout à l'heure que la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune, a été créée en 1993 et nous avons maintenant, depuis Solana, peut-être que Samir, tu peux passer le transparent sur les hauts représentants, nous avons maintenant un système, c'est pas un système, nous avons des hommes et des femmes qui représentent l'Europe sur le plan de la coopération politique. Nous en avons 4 jusqu'à maintenant. Il y a eu Javier Solana, il y a eu Madame Ashton,
Federica Mogherini, et maintenant c'est l'Espagnol Borrell qui a ce poste. Avec la particularité voilà les visages, avec la particularité depuis le traité de Lisbonne que ces hauts représentants sont en même temps vice-présidents de la Commission pour créer la synergie nécessaire et pour qu'on essaye de travailler mieux ensemble, je reviens là-dessus, arriver à ce langage commun de la diplomatie européenne. Et aussi, on a créé, depuis le traité de Lisbonne, un service extérieur commun qui s'appelle le SEAE, un service extérieur commun qui réunit des diplomates de la Commission européenne, mais qui, originalité, là aussi c'est le problème du langage commun, qui réunit aussi des ambassadeurs des États membres. C'est-à-dire que vous avez peut-être 2 à 3 000 personnes qui travaillent dans ces services, et à leur tête, il y a, dans les 136 délégations ou ambassades de l'Union, qui sont maintenant les ambassades de l'Union européenne, vous avez soit des fonctionnaires de la Commission, soit des ambassadeurs des États membres. Il y a une espèce de rotation, toujours la même chose, le langage commun. C'est très bien ce service extérieur. Moi, je voudrais vous faire remarquer que la dispersion des relations extérieures entre États membres, Commission, etc., il y a peut-être des pertes en ligne. Moi, quand j'étais en poste, et c'est encore valable maintenant, lorsqu'on compare le nombre de diplomates des États-Unis par rapport au nombre de diplomates européens, aussi bien des États membres, dans les ambassades des États membres, que la Commission, le rapport il est de 1 sur 4. Pour un diplomate américain, il y a 4 diplomates européens. Qui est-ce qui est le plus visible? Qui est-ce qui est le plus efficace? Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais il y a certainement dans notre système des pertes en ligne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore de politique extérieure commune assise convenablement dans le contexte éventuellement d'une fédération. Alors, je voudrais peut-être rapidement, parce que ça c'est un autre exemple, tu passes le cas sur le Cambodge, oui, de ce qu'on a pu faire en matière de coopération politique avec la PESC. Cambodge, vous connaissez ce pays, bien sûr, vous connaissez le problème des Khmers rouges en 1975 et de 2 décennies de troubles, de guerre civile. Et l'Europe a quand même, elle a aidé énormément pour faire renaître le pays de ses cendres en matière de développement agricole, en matière d'éducation. Nous avons de vastes programmes qui ont très bien fonctionné. Et puis aussi une approche politique de coordination avec les États membres, notamment dans un contexte qui était difficile, qui était celui de 1997-98, lorsque le pays était en proie à la guerre civile. On a décidé, avec les autorités locales, avec le roi Sihanouk, etc., d'aider à l'organisation d'élections démocratiques. Et ça a été réalisé. On a fait de A à Z, on était aidé d'ailleurs avec les Japonais, les Américains n'étaient pas du tout là parce qu'ils étaient sur une autre planète, anticommuniste certainement. Donc on a organisé les élections, on a envoyé 250 observateurs, on a fait en sorte que la presse soit libre et que tout le débat démocratique puisse se faire dans les différents médias. Et ça a marché, bien sûr, c'est Hun Sen qui a gagné, ça aurait pu être un autre, hein, oui. Mais ça a marché, c'est un exemple d'appui de l'Union européenne dans ce domaine de ce qu'on appelle le soft power, aider à l'éclosion de démocratie, si c'est possible. Et pour votre information, maintenant, il y a des budgets européens pour aider aux processus électoraux dans la plupart des pays au monde. Il y a à peu près 15 à 20 opérations de soutien, d'envoi d'observateurs pour faire en sorte que la démocratie avance. Bon, je ne voudrais pas être trop long, mais je dois parler de la défense, de la défense européenne. Bon, c'est un sujet intéressant, comme on dit. Éventuellement, c'est peut-être comme Don Quichotte, hein. Il y a un mirage devant, il y a un moulin, etc. On voudrait faire la défense européenne et puis ça avance petit à petit, mais c'est pas évident. Faire remarquer que la plupart des États européens consacrent moins de 2% de leur PIB à la défense. Les États membres ont consacré
280 milliards de dollars, c'est-à-dire 1,50% du produit intérieur brut, à leur défense en 2018. 280 milliards. Aux États-Unis, le montant de ces dépenses a atteint 650 milliards. C'est différent. Je ne parle pas de la Russie, je ne parle pas de la Turquie, je ne parle pas, etc. Voilà, je crois qu'on a ici les chiffres, un certain nombre d'indications sur les dépenses militaires. Avec, d'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure, avec une erreur, je ne sais pas quand date cette carte, en fait, l'Allemagne a des dépenses militaires équivalentes à la France. Ça ne se sait pas, on a l'impression qu'il n'y a que la France qui est très forte dans ce domaine. Bien sûr, dans le Royaume-Uni, on pourra en parler tout à l'heure, il n'y est plus. Mais voilà. Bon, ce qui se passe en matière de défense, les priorités qui sont données, en fait, à l'époque de Solana et après, il y avait un grand enthousiasme pour créer des activités conjointes en matière de défense. Il y a eu pas mal d'opérations militaires ou de police qui ont été entamées en faisant travailler les Européens ensemble. Mais on s'est vite aperçu, on s'est vite aperçu que un des graves problèmes qui existent, c'est la dispersion de nos industries de défense, des doubles emplois, des doublons, enfin, etc., et une absence d'efficacité de l'industrie de l'armement européenne. Donc, dans le traité de Lisbonne, on a créé ce qu'on appelle une coopération structurée permanente, mais ça a pris du temps pour le faire. On voulait le faire en 2010 et je crois que ça a commencé à être opérationnel seulement en 2018. Et il y a 26 États membres qui participent à cette coopération structurée permanente avec des financements de projets. Il y a 30 programmes qui sont actuellement financés sur les hélicoptères, sur les porte-avions, sur la cybersécurité, etc. etc. Et là tout le monde n'a pas été d'accord, mais ce programme est ouvert aux pays tiers. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne pourrait continuer à participer à ce type de coopération militaire renforcée. Donc des outils qui se développent progressivement. Et je vais vous parler un peu des actions qui ont été réalisées dans le cadre de la PESD. On va passer au graphique suivant, Samir. Je ne sais pas s'il arrive. Oui. En fait, il y a depuis les années 2000, sous l'impulsion de Solana, et ça a été poursuivi ensuite, il y a un certain nombre d'actions. Vous avez ici sur la carte les actions qui ont été menées dans différents pays. Ça peut être sur le plan militaire, ça peut être sur le plan de la formation, ça peut être sur le plan de la police. On a formé par exemple des policiers en Irak, on continue à les former depuis 2017. En Géorgie, en Ukraine, il y a des actions. En Bosnie-Herzégovine, ça a été un terrain très très important pour l'Union européenne en matière de formation et de pacification, en utilisant aussi des domaines militaires. Je voudrais mettre l'accent là-dessus sur le Sahel, parce que ça fait l'objet forcément pour nous Français de polémiques justifiées. Avec l'opération Barkhane, effectivement, c'est la France. Mais il faut savoir que dans le Sahel, il y a l'ONU, bien sûr, les Nations Unies, mais l'Europe, elle est très, très présente. Oui. Elle a été présente traditionnellement en Afrique avec les conventions de Lomé, conventions de Cotonou, etc. Mais sur le Sahel, entre 2014 et 2020, on estime à plus de 8 milliards d'euros le coût des interventions de l'Union européenne. Les opérations de soutien militaire, à la mission multinationale des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, qu'on appelle le MINUSMA. L'UE a déployé des missions dans le cadre de sa politique de sécurité, enfin avec les Italiens, avec les Suédois, les Français bien sûr, la République tchèque, l'Estonie, dans un programme qui s'est appelé Tabuka. Mais le plus important dans le programme européen, c'est que la solution, l'exquise de solution dans cette région, c'est en fait la formation, le développement économique, c'est la gouvernance. Donc nous avons des programmes européens, je vous ai dit 8 milliards d'euros, oui, qui ont été engagés pour aider à l'émergence de sociétés un peu plus solides, et de gouvernement et d'administration un peu plus solides. Bon, je continue mon inventaire à l'après-vert, vous m'en excuserez, oui, mais après toutes ces politiques, donc le commerce, la coopération, la coopération politique, la défense,
Nous avons aussi, au niveau européen, une politique de sanctions qui est assez active. Oui. C'est pas nouveau. Moi, je voudrais relever une politique de sanctions qui a été quand même efficace, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, l'Europe, dans le cadre des Nations Unies, bien sûr, en partie, mais est intervenue pour. Et les sanctions sur les personnes, sur le commerce à l'époque ont eu son impact sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud et la libération de Mandela et ensuite la pacification. Et l'Europe a continué d'intervenir également dans le cadre du dialogue au niveau de l'Afrique du Sud. Enfin, excusez-moi si je fais état de souvenirs, mais quand j'étais en poste à Bangkok, le président Mandela est venu en visite officielle et on l'a rencontré avec les autres ambassadeurs et il s'est retourné vers la commission en remerciant la commission pour ce qui avait été fait en ce qui concerne son pays. C'était très émouvant et il était vraiment très sincère. Donc des sanctions, on en a contre la Russie, on en a contre la Biélorussie, on en a sur la Chine. Depuis Tiananmen, il y a un embargo sur les armes contre la Chine qui est toujours en vigueur. La Corée du Nord, l'Iran, le nucléaire. Donc il y a pas moins d'une quarantaine de pays ou d'entités qui sont l'objet de sanctions de l'Union européenne. J'insiste sur le fait que ces sanctions, elles sont décidées à l'unanimité. Unanimité, ça veut dire plus petit commun dénominateur. Et donc c'est difficile, parce que parfois il faudrait être beaucoup plus ferme, oui, mais nous avons des sensibilités différentes au niveau des États membres, puisque le pouvoir pour la coopération politique, il est essentiellement au niveau des États membres. Donc ce n'est pas facile de dégager un langage commun ou des positions communes dans ce domaine. Alors, je ne vais pas parler d'informatique, etc., mais vous savez qu'il y a aussi des sanctions en ce qui concerne les GAFAM qui ont été prises récemment. Bon, je vais arrêter là pour cette présentation générale. Enfin, pour en revenir dans la discussion, si vous voulez. J'ai peut-être été un peu rapide parce que à chaque fois, ce sont des politiques qui ne sont pas complexes, mais qui ont un certain nombre d'éléments. Michel, pour le troisième moment, deux questions de transition. Une première sur la logique qu'on devrait adopter pour avoir une politique extérieure européenne et une seconde sur l'affirmation de l'Union européenne face aux défis géopolitiques mondiaux. Voilà, mais tout à fait. On est dans une phase où les défis géopolitiques, je ne veux pas dire qu'ils s'aggravent, mais enfin, disons qu'ils sont là. Dans le contexte de la PESC, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de papiers, etc., qui sont souvent d'ailleurs confidentiels parce qu'il y a une question de sécurité qui se pose. Et les défis sont identifiés. Ça a été fait en 2003. Le terrorisme, la prolifération nucléaire, les conflits régionaux, la déliquescence des États, la criminalité organisée. En 2008, il y a eu d'autres réflexions, d'autres décisions. On a inclus la cybercriminalité, la piraterie, la sécurité énergétique, les changements climatiques, etc. Donc il y a des réflexions, mais en 2020, on s'aperçoit que ces menaces sont encore de plus en plus visibles. La Russie, la Biélorussie, la Turquie, la Libye, et c'est souvent à nos marches ce genre de défi. Sans parler de démocratie libérale, oui, à la fois sur notre territoire, mais aussi à l'extérieur. Dans ce contexte-là, quel est le potentiel de l'Union européenne? Moi, je dirais que sur le plan de l'économie et du commerce, nous sommes pas mal, oui. Nous sommes encore très puissants et nous pouvons être très présents. Nous sommes le deuxième grand exportateur de biens, 15,5% au niveau mondial, devant les États-Unis, 10,6%, mais derrière la Chine, 15,8%. Mais, parce que malheureusement il y a des mais, nous avons une démographie déclinante. Oui. L'Europe, je ne me souviens plus combien elle représentait d'habitants il y a une cinquantaine d'années. Maintenant, c'est 7% de la population mondiale et ça s'étiole d'année en année. Nous avons peut-être aussi une innovation, une recherche qui n'est pas suffisamment efficace au niveau, mon sentiment, au niveau européen.
Ce qui signifie que lorsqu'on regarde les chiffres, et Samir, tu vas nous passer un graphique, en fait, si nous n'arrivons pas à agir ensemble, nous sommes, je ne dirais pas sur le déclin, j'espère pas, mais au niveau des positions mondiales, le classement mondial des économies, là, ça s'arrête en 2032, mais j'ai vu des chiffres qui vont au-delà, 2040 ou 2050, nous allons disparaître si nous continuons à travailler individuellement, État membre par État membre. Le dernier qui sortira de l'épure, du schéma, ce sera l'Allemagne, mais il y en a déjà qui sont sortis, l'Italie, etc. Le Royaume-Uni n'est pas chez nous, mais il va aussi décliner. Et la France va disparaître. Rapidement, on ne sera plus dans le top 10. Et ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'il y a des forats internationaux, comme ceux qui ont été créés, le G20, le G7, enfin tout ce genre de choses, est-ce qu'on aura toujours une place? Si on continue à agir de manière individuelle, ce n'est pas sûr. Donc tout l'intérêt et la nécessité de faire quelque chose au niveau global, au niveau de notre espace européen. Samir, oui. Pourriez-vous, Michel, nous indiquer si la politique extérieure de l'Union européenne a eu des résultats probants et tangibles? Alors, je vais commencer par être optimiste, puis ensuite je serai progressivement plus pessimiste. Oui. Optimisme, je dirais oui, il y a eu des succès, c'est ce qu'on appelait le soft power européen, la démocratie, l'état de droit, on pourrait appeler ça la socialisation diplomatique. Il y a eu quand même certains succès, j'en ai donné, hein, sur l'Amérique centrale, sur le Cambodge, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Malheureusement, il faut peut-être faire un écrit autour de ça. Il y a eu l'Afrique du Sud, un certain nombre de succès. Je voudrais donner un exemple de coopération qui a marché, qui j'espère continuera à marcher, c'est sur l'Iran. Je ne sais pas si tu peux passer. Voilà. Alors sur l'Iran, en fait, l'Europe a été bien active, notamment à la fin des années 2000 et dans les années 2010, avec un schéma qui n'est pas du tout le schéma classique de la coopération tel que je l'ai décrite tout à l'heure. En fait, vous avez autour de la table pour les négociations, vous voyez la haut représentant, Federica Mogherini à l'époque, il y avait les Américains, alors vous savez que les Américains avec Trump se sont retirés, oui, la Chine, etc. Et au niveau européen, c'est un format particulier parce que nous avons la commission un peu marginalisée, pas forcément, puisque Mogherini ou le haut représentant est aussi le vice-président de la commission, mais aussi enfin, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. France et Grande-Bretagne pour des raisons évidentes, parce que ce sont des puissances nucléaires, l'Allemagne sans doute pour des raisons politiques. C'est un schéma tout à fait hors norme par rapport à la coopération politique, mais ça a quand même donné quelques résultats. Malheureusement, on a eu Trump, et j'espère qu'on pourra reprendre, malgré les annonces récentes en Iran, sur le programme nucléaire qui est en train d'avancer à vitesse grand V. Je dois vous avouer que je n'aime pas trop le nucléaire. Moi, j'étais en poste en Inde lorsqu'il y a eu la menace nucléaire entre le Pakistan et l'Inde, oui, et c'était quand même, on a dû évacuer tout le personnel des ambassades. Je me souviens d'une mission que le président du Parlement européen, qui était le baron Crespo, a fait à ce moment-là en Inde. On a rencontré le ministre de la Défense, qui avait dans son bureau un magnifique tableau d'Hiroshima derrière, c'était déjà bien impressionnant. Et ce ministre de la Défense indienne nous a dit, écoutez, on est prêt, si ça continue à péter, hein, oui, on est prêt à appuyer sur le bouton parce qu'on doit sauver notre civilisation qui a 3000, 3500 ans, donc 30 millions de morts, bon, ok, mais comme ça on trouvera une solution. Voilà, c'est ça le nucléaire aussi. Hein, oui. Voilà. Donc des succès, il y en a eu un certain nombre, mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous restons un nain politique, nous sommes éclatés. L'élément important, c'est que nous sommes encore solides, malgré les difficultés que vous connaissez tous sur notre territoire. La Hongrie, la Pologne, même dans d'autres pays, hein, les libertés publiques. Oui. Nous sommes encore solides au niveau des valeurs. C'est peut-être ça qui est important, rester ferme sur nos valeurs.
Là, je dois dire que nous sommes quand même différents des autres. Nous sommes même différents des États-Unis. Il y a des États-Unis qui ont la peine de mort, qui ont la torture, qui ont le nombre de prisonniers aux États-Unis par rapport à l'Europe, etc., etc. Donc voilà, être solide au niveau de notre valeur. Maintenant, c'est quoi la puissance européenne au jour d'aujourd'hui? Lorsqu'on regarde enfin, pas la littérature, mais ce qui est dit là-dessus, alors on dit on est une puissance tranquille, on est une puissance éthique, on est une superpuissance civile, nous sommes la puissance du bien. Oui. Ok, parfait. Et nous sommes exportateurs net de sécurité et effectivement une certaine position de leader en matière de prévention, de résolution des conflits. Mais la réalité de la puissance ne se mesure pas forcément comme ça. Elle se mesure lorsqu'on est capable de réagir lorsqu'il y a des crises internationales. Oui. Est-ce qu'on va travailler tous ensemble, malgré tous les efforts qui ont été faits sur le langage commun diplomatique européen, est-ce qu'on va avancer? Aussi, formulation d'une impatience. Le monde va vite, oui. Ça fait 70 ans, mais combien de temps il a fallu pour installer toute cette coopération politique européenne? Combien de blabla, combien de papiers, enfin, etc. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. On avance à la vitesse de la tortue. Alors maintenant, face aux enjeux que j'ai décrits trop rapidement tout à l'heure, il y a forcément des réflexions au niveau de nos dirigeants, hein, vous les connaissez, et on parle de plus en plus d'autonomie stratégique. Créer pour l'Europe une autonomie stratégique. Je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire, mais j'ai vu Pierre Vimont, qui était un grand diplomate français, qui a été au Conseil, etc., qui a dit oui, c'est bien, mais il ne faut pas avoir l'autonomie honteuse. Oui, et faisons attention, effectivement, d'avancer. C'est facile de défendre des principes consensuels, le désarmement, l'abolition de la peine de mort, les droits de l'homme, etc. Mais est-ce que c'est suffisant? Je pose le problème et on reste à la merci de nos divisions parce qu'il y a un problème majeur. Est-ce qu'on a une stratégie globale commune? Est-ce qu'on a une stratégie globale commune? J'ai vu en préparant cette petite conférence, j'ai vu on parle de l'axe franco-allemand qui fonctionne très bien. C'est le cas. En 2020, on a eu des succès remarquables hein, face au Covid et le plan de relance. Mais en matière de relations extérieures, il y a plus qu'une nuance. Certainement, la France, c'est plus la puissance, c'est plus la projection du modèle, je ne dirais pas impérial, excusez-moi, mais français. Les Allemands ont une approche différente. Alors, dans le cadre du COP, c'est chacun essaye de faire des stratégies. La dernière stratégie qui a été faite pour essayer d'avoir une vision commune sur tout ça, comment travailler tous ensemble, de concert, c'était en 2018 avec Mogherini, mais j'espère qu'il va y avoir une actualisation de ce document et qu'on va trouver un moyen de travailler tous ensemble. Parce que les conflits sont à nos portes. Bélarus, qu'est-ce qu'on a fait au Karabakh? Oui, point d'interrogation là, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je crois qu'on n'était pas là. Hein, oui. Abonné absent. Europe abonné absent. Donc c'est quand même dommage. Donc il n'existe peut-être pas encore, et il faut travailler là-dessus, de perception commune des menaces. Enfin, il existe une perception commune des menaces, mais en termes politiques, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Voilà. Alors, Samir. Une politique extérieure commune plus cohérente n'est pas simple. Quels seraient, Michel, les changements ou les inflexions que l'on pourrait envisager? Bon, moi, je n'ai pas de recette. Hein. Je suis un humble citoyen, membre de l'UF, comme certains ici, mais je n'ai pas la recette. Donc, ça doit être une réflexion d'ensemble. Ça devrait être aussi une réflexion, à la limite citoyenne. Hein. Qu'est-ce que l'on veut? Il va y avoir des réunions qui vont se faire sur la Convention sur l'avenir de l'Europe. J'espère que ce genre de réflexion en fera partie. Bon, moi je dirais 3, 4, 5, 6 remarques. La première, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être fort sur nos valeurs. Oui, d'être fort sur les valeurs. Il y a des menaces de ce domaine-là. D'ailleurs, là, c'est ce que j'ai vu en fait dans la crise américaine. J'ai vu un article qui était assez intéressant. Des Américains qui disaient
dans la crise actuelle vis-à-vis de la projection que ça a fait, un désastre sur l'image des États-Unis à l'extérieur. Il faut être fort et sûr de soi, de son identité et de son organisation pour se faire entendre dans un monde difficile et dérégulé. Sans cela, comment parler à la Chine de la répression à Hong Kong ou la Russie de Navalny et des opérations de propagande anti-occidentale? Donc il faut certainement appuyer là-dessus, être fort suffisamment. Mais surtout, et lié à ça, on ne doit pas être idéaliste, il faut être très réaliste dans ce domaine-là. Comment asseoir une politique extérieure commune qui aurait la légitimité, oui, la légitimité vis-à-vis de l'extérieur. Alors, une autre remarque, en fait, il y a eu des évolutions en 2020, c'est peut-être l'effet du Covid, le problème des frontières extérieures. En fait, on arrive maintenant à y voir clair sur ce que sont les frontières, les véritables frontières extérieures de l'Union européenne. Samir, tu peux montrer la carte, vous les connaissez tous, mais je la montre. Oui, oui, il y avait un autre schéma, donc c'est pas grave. Oui, oui. Donc en fait, chacun se reconnaît dans cet espace pour représenter les valeurs et il y a une protection maintenant commune. Ce matin, je crois qu'il y avait le Premier ministre portugais qui a rencontré le grec, oui. Et effectivement, il a été dit, et ils admettent, ils le savent et ils demandent que les frontières soient gérées par l'Union européenne. Et pour la première fois, nous avons une force avec le Frontex et avec des hommes en uniforme qui ont l'uniforme européen. C'est un premier pas vers une espèce de fédération. Je trouve ça très bien. Donc voilà pour les frontières. Je n'ai rien dit sur le multilatéralisme. Ça fait partie quand même d'un domaine où l'Europe devrait être exemplaire. Oui. Ça a été mis à bas par les États-Unis, ça a été mis à bas par d'autres puissances au monde. Oui. Donc on devrait, notamment, c'est pas seulement sur le plan économique, mais également pour les changements climatiques. On a été à une époque assez exemplaire, oui, mais il faudrait certainement continuer à l'être pour résoudre des problèmes énormes que nous avons au niveau mondial. Alors il faudrait cesser aussi, et ça c'est une opinion, on peut en discuter, mais il faudrait cesser avec les ambiguïtés. J'ai parlé de valeurs, etc. Je prendrai l'exemple, je sais que le Parlement européen, et là j'insiste là-dessus, nous avons un Parlement européen, malgré les nuances qui existent dans les différents groupes politiques, je ne parle pas des extrêmes, oui, mais nous avons un Parlement européen qui est capable de s'affirmer, oui, c'est bien pour une fédération future, qui est capable de s'affirmer sur des grands dossiers. Il y a eu une résolution sur le problème des Ouïghours et du travail forcé, très bien, très bien. Mais que font nos États membres? Qu'est-ce qui s'est passé dans la négociation de l'accord sur l'investissement avec la Chine? Oui, on a voulu le faire passer, Merkel a voulu le faire passer, mais il n'y a qu'une mention en passant sur le fait que peut-être un jour la Chine ira devant l'OIT pour accepter les règles de l'OIT en ce qui concerne le travail forcé, mais ça reste malheureusement très timide. Alors, nous n'avons pas ou peu de stratégie globale, l'autonomie stratégique elle est à construire, et qu'est-ce qu'on fait dans tout ce domaine? Est-ce qu'il faut un saut institutionnel? Notre système, la culture commune européenne, sur le plan politique, il y a eu des avancées. On est beaucoup mieux qu'il y a 100 ans ou 200 ans, hein, oui, mais ce n'est pas suffisant. On additionne des politiques, etc., on se coordonne, mais ce n'est pas suffisant. Comment faire une politique plus visible? Bon, il y en a un certain nombre, je suis sûr, derrière les écrans qui ont leurs opinions, enfin les bons fédéralistes. Enfin, bon, il faudrait avancer et faire autre chose. Hein, oui, oui, et faire autre chose. C'est certainement pas mûr encore immédiatement. Peut-être que la future convention sur l'avenir de l'Europe va nous éclairer. Peut-être que les citoyens, oui, est-ce qu'ils sont formés, ces citoyens? Est-ce qu'ils sont informés? Ça, c'est un problème aussi. Et je voudrais terminer d'ailleurs là-dessus que dans la crise américaine, moi j'ai pris un certain plaisir à regarder la CNN. Enfin, excusez-moi, mais oui, il y a des messages qui passent. Oui, il y a des messages qui passent sur la démocratie américaine en péril, etc. Qu'est-ce qui existe au niveau européen? Il est où le média européen? Oui. Il est où le média européen?
comment on fait pour lutter, entre guillemets, contre le RT, là, contre la propagande russe, oui. Est-ce que ce n'est pas une priorité qu'on devait avoir, oui. Et à titre d'anecdote aussi, moi j'ai regardé, en préparant ça, j'ai regardé, il y a des sites où on voit comment les professeurs des écoles présentent l'Europe dans les écoles. Excusez-moi, mais c'est assez curieux. J'ai tendance à dire que c'est parfois un peu affligeant. Il y a des progrès à faire dans ce domaine-là. Oui. Comment convaincre nos citoyens que si cette Europe ne s'affirme pas, on va avancer. En fait, donc, vous avez compris, je trouve qu'on est dans une Europe. Samir, tu mets le petit graphique sur les Jeux Olympiques. Oui. Bon, c'est relativement ancien, mais vous avez 3 partenaires principaux. Il y en a plus, bien sûr. Les États-Unis, là, c'est encore Obama, on pourrait remplacer par Biden maintenant. Le Chinois, il est resté. Et vous avez la petite Europe. Là, on a laissé, c'était à l'époque de Van Rompuy, mais en fait, on aurait dû faire une hydre à plusieurs têtes. Oui, une hydre à plusieurs têtes. Il y a le président du Conseil, Michel, il y a la présidente de la Commission, il y a le haut représentant, il y a 27 États membres. Oui. Donc, OK, comme Shiva. Et comme le disait Kissinger, il y a plus de 40 ans, c'est quoi le numéro de l'Europe, le numéro de téléphone de l'Europe? Alors, il y en a plusieurs. Quand on reçoit le prix Nobel de la paix, ça c'était en 2012, ben on y va, je crois, à 6 ou 7 pour recevoir le prix. Oui. Il n'y a pas de représentation extérieure de l'Europe. Alors, je voudrais terminer par une citation en fait, qui date de 2 ou 3 jours. Enfin, je ne veux pas mettre en évidence Michel Barnier, hein. Excusez-moi, mais voilà, Michel Barnier, il a quand même eu un avantage énorme, c'est que l'Europe face à la Grande-Bretagne dans le Brexit s'est montrée quand même tout à fait solide, oui, et ferme sur ses positions et sur ses valeurs. Et un des mérites on revient à Michel Barnier. Et il a dit dans une émission de la télévision il y a 2 jours, moi je pense que l'on est seul dans le monde d'aujourd'hui, que lorsqu'on est seul dans le monde d'aujourd'hui, on est en risque d'être sous-traitant et dominé par les plus forts. Il faut être patriote européen, sinon on est foutu, sinon on n'existe plus, on est sous-traitant et sous l'influence des Américains et des Chinois, définitivement. Voilà où on en est. Je reviens au traité de Westphalie. Oui. Le traité de Westphalie, c'était le nationalisme, etc. Mais peut-être qu'en attendant la fédération un peu plus solide que nous attendons tous, oui, peut-être qu'il faut mieux travailler avec nos 2 jambes. Oui. Parce que le monde européen, il garde sa part westphalienne. Le rôle des États demeure central. Mais l'Union européenne offre un cadre et un outil irremplaçable. Donc il faut marcher sur ces 2 jambes, peut-être faire avancer la jambe communautaire européenne plus vite, oui. Mobiliser les États européens, bien sûr, les citoyens, pour agir en commun sur l'environnement international. Merci. Merci beaucoup, Michel. Félicitations, merci à tous d'avoir participé, d'avoir écouté. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, prendre les questions. Je vous rappelle que cette conférence s'achève à 20h30, donc dans environ une demi-heure. Donc une séance de questions d'une trentaine de minutes, si vous voulez bien. Une petite question. Alors, je vous prie de m'excuser un instant, puisque des participants ont levé la main. Et le premier à avoir demandé la parole, c'était Jules Amato. Alors, je réactive votre micro, Jules. Pardon, désolé, on était en train de se faire concurrence. J'étais en train de m'activer en même temps. Alors voilà, moi j'avais une question. Est-ce que le budget alloué par l'Europe à toutes ces politiques extérieures, il n'est pas inférieur au budget que chaque pays assigne individuellement à chacune de ses actions? Parce que, en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est dans la communication ou plutôt dans le format de l'Europe, mais j'ai l'impression que plus souvent on parle de l'intervention d'un ou plusieurs pays européens sur place, rarement en disant l'Europe est allée faire ci, l'Europe est allée faire ça, mais dans la communication au grand public, c'est surtout la France et l'Allemagne ont fait ci, la France a fait ça, l'Angleterre, machin. Bon, Angleterre.
plus dedans, mais... Je réponds là maintenant, oui. Oui, Michel, donc une question sur... Volontiers. Non, mais c'est tout à fait ça. Il y a certainement un problème de communication. Maintenant que les fonds, sur beaucoup d'opérations, que les fonds des États membres soient supérieurs aux fonds européens, c'est bien possible dans certains domaines. Moi, ce que je regrette, vous savez qu'il y a eu des discussions européennes sur le budget pluriannuel de l'Europe. J'ai vu que le budget pour la PESC a diminué. Oui, donc on ne se donne pas les moyens de notre politique, et c'est malheureusement, et c'est assez navrant, parce que si on veut avancer, il nous faut effectivement des moyens financiers suffisants. La coopération au développement, je pense qu'elle reste à peu près ce qu'elle est, donc il n'y a pas trop de soucis. Bon, elle n'est pas suffisante, mais enfin, c'est quand même pas mal. Mais il y a un problème effectivement budgétaire et un problème de communication. Oui, un problème de communication. Je prends l'exemple du Sahel. Est-ce que l'on sait qu'il y a d'autres partenaires européens qui travaillent là, qui font des choses là? Oui. Je crois que dans les médias français, on ne présente que l'opération Barkhane avec tous les malheurs que l'on connaît, bien sûr. Mais on ne présente que ça. Et est-ce que, je me permets juste de continuer avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre, est-ce que le problème n'est pas aussi lié à notre format, au fait que c'est beaucoup trop long de prendre une décision en tant qu'Europe, et trop compliqué, et du coup, les pays, ils individualisent un peu les actions? Alors, il y a cet aspect-là. J'ai dit qu'on a créé, enfin, il y a des règles, c'est très rigidifié, la politique extérieure européenne, avec le COPS, etc. Bon, s'il y avait un consensus, lorsqu'il y a un consensus réel sur une politique à mener, ça va très vite. Hein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'arriver à l'unanimité. Oui. Le problème, il est de trouver tant que nous ne sommes pas en termes fédéral, on n'y arriverait pas. On n'y arrivera pas. On sera, ce qu'on dit en mathématiques, au niveau du plus petit commun dénominateur. Et ce n'est pas une question de rapidité des procédures. Les procédures, elles sont huilées, elles peuvent être utilisées facilement. Oui. C'est un problème de volonté politique et de divergence au niveau des politiques de certains de nos États membres. Très bien. Une question, je crois, de Jeannette Méade, ensuite Pierre Jouvenat et Paul Marcoux. Jeannette. Oui, bonjour tout le monde. Ma question suit un peu le dernier personne. Dans quelle mesure est-il possible d'envisager un changement de la Constitution européenne pour permettre, par exemple, 25 membres sur 27 d'être d'accord sur une action, parce que c'est le problème de la majorité qui doit empêcher la rapidité de la réponse. Et dernièrement, on a eu, avec la Pologne, etc., des problèmes liés au fait qu'il y a un ou deux maximum qui bloquent les autres. Alors, est-ce qu'il faut oublier ça en disant non, 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 il faut qu'on continue à se battre pour que tout le monde est d'accord à la fin, ou est-ce qu'on en parle comme une des problèmes de l'Europe actuelle? Alors, je ne sais pas, enfin, c'est une question fondamentale. Bon, pour répondre à ça, tant qu'on a le système actuel, on aura ces discussions qui durent. Le plan de relance, vous avez vu comment ça s'est passé, hein, c'est un mélodrame continuel, oui. Ok, on peut continuer dans cette direction-là. On arrive à des résultats parfois, oui, mais pas toujours, oui. Pas toujours, oui. Donc effectivement, un État membre, un seul État membre, ça peut être Chypre, ça peut être Malte, ça peut être etc., ou Luxembourg, je ne sais pas s'ils ont envie de le faire, ils peuvent bloquer les décisions européennes, oui. Donc on est effectivement, comment améliorer ça? Alors tu parlais de changer la Constitution, changer les règles. Bon, c'est un sujet très très difficile, hein, depuis le référendum en France, etc. On a du mal. Soyons confiants avec la future réflexion qui va se faire là, dans le cadre de ces groupes qui vont être formés pour réfléchir sur l'avenir de l'Europe. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Hein, oui, il va se passer quelque chose. Mais quand on parle de ça, on aborde le problème du pouvoir. Oui. Est-ce que les États membres, les technocraties, les politiques de nos États membres sont prêts à lâcher du pouvoir
c'est pas lâché en fait. Hein, quand on parle de souveraineté au niveau européen, j'ai pas parlé de l'OTAN là tout à l'heure, oui, mais l'OTAN, le fait qu'on a le parapluie de l'OTAN, est-ce qu'on perd pas notre souveraineté, oui? L'OTAN, il y a la Turquie là, vous savez ça, oui, oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire une défense commune, oui, autonome, oui, indépendante de tout cela, oui? Il faut y réfléchir. Oui. Une question de Pierre Jouvenat que je peux lire à voix haute, Pierre, à moins que vous ne souhaitiez le faire. Oui, merci Michel pour ta présentation. Tu as voulu rester très concret et tu t'es abstenu de tirer des plans sur la comète, mais j'aimerais quand même faire un peu de prospective. Et ma question est, est-ce qu'il serait souhaitable, et est-ce qu'on peut l'envisager de manière réaliste, que l'Union européenne devienne reconnue comme un État au sens du droit international et que de ce fait, on ait une représentation diplomatique unique qui se substituerait à celle des États membres. Alors, comme tu disais, c'est un peu les plans sur la comète, mais sur le plan je crois que l'Union européenne est reconnue sur le plan international. Elle n'est pas reconnue comme un État, mais elle est reconnue comme une entité. Et effectivement, dans les forats des Nations Unies, nous avons notre place, hein, oui, Union européenne, oui. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, l'État européen, la République européenne, les États-Unis d'Europe, c'est un autre débat, hein, tu es bien d'accord là-dessus, oui. Mais c'est certainement un domaine dans lequel on devrait avancer dans les forats internationaux, avoir une meilleure représentation de l'Union européenne en tant que telle. Oui, mais ça réclame des changements également institutionnels. Hein. Oui, c'est pas si simple que ça. Moi, je suis d'accord avec l'objectif, hein, c'est clair. Merci. Une question de Paul Marcoux. Alors, Paul Marcoux. Oui, je prends la parole. Oui. Bonsoir Michel, merci pour l'exposé de grande qualité. J'ai fâché plusieurs responsables dans la République en marche de Paris 15e et le Dominique Trinquant, le général, en espérant que la France pourrait éventuellement laisser sa place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto à une représentation de l'Union européenne. Et j'y crois et je pense que ça serait pas mal. Sachant que la France toute seule est incapable de contrer quoi que ce soit, le UK non plus, et que la dernière fois que la France a utilisé son droit de veto, c'était en 1975 lorsqu'on a voulu annexer Mayotte dans notre France départementale. Oui, ta question est légitime. En fait, on avait dans la mécanique européenne, on avait deux États qui sont au Conseil de sécurité, la Grande-Bretagne et la France. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et ça, c'est un comment je pourrais dire, un relent historique de l'après-guerre. Hein, oui. C'est pas seulement l'Europe. Il y a certainement un certain nombre d'États dans le monde qui n'ont pas leur place aux Nations Unies de manière convenable. Alors, est-ce qu'il faudrait revoir toute cette structure institutionnelle onusienne? Moi, je suis pour. Et à ce moment-là, l'Europe, effectivement, elle devrait être représentée d'une seule voix. Peut-être à la France d'offrir son siège, hein, qui devient européen. On peut rêver un peu, hein, Paul. Oui, on peut rêver. D'accord. Excusez-moi d'intervenir vite fait là-dessus, mais est-ce que ces voix à l'ONU, bon, mis à part celle du Conseil de sécurité qui possède le droit de veto, mais est-ce qu'on n'y perdrait pas un peu en ayant une seule voix de l'Europe, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt la pondérer? Parce que si on perd beaucoup de pays d'un coup, peut-être que... Non, on les perd pas, ils sont représentés au travers d'une représentation européenne. Les États-Unis, ils ont qu'un siège, et la Californie et le Texas et tout ça, ils sont représentés. L'Inde, que je connais bien, ils ont un siège aux Nations Unies, et le Madhya Pradesh, etc., sont tous représentés.
Donc effectivement, on a une histoire qui est un peu compliquée de nationalisme, etc. Mais qu'est-ce que l'on veut pour le futur, hein? Qu'est-ce que l'on veut pour le futur? Est-ce qu'on veut s'affirmer ou est-ce qu'on veut disparaître? Je pense que le problème, il est là, hein. Est-ce qu'on risque pas de se heurter un peu à la volonté de certains pays qui vont vouloir continuer d'en faire qu'à leur tête, parce que le Texas et la Californie n'ont jamais été représentés directement aux Nations Unies? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a la question ne s'est jamais posée avant. Oui, 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 non, bien sûr, c'est très délicat, c'est très délicat, mais moi je mettrais ça au niveau de l'intérêt général, hein. Est-ce qu'on est prêt à assumer l'intérêt général et faire en sorte que l'Europe puisse s'affirmer face aux défis qui nous guettent, oui. Si on ne le fait pas, ok, écoutez, on verra bien, hein. Mais j'ai quand même, je serais assez pessimiste à ce moment-là. Merci. Alors, une question peut-être de Michel, président de la section UF Sud. Michel Dévolu. Alors, Michel, on n'entend pas. Tu dois réactiver ton micro. Non, on n'entend pas. Ah, on ne t'entend pas, Michel. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est moi? Je n'entends plus personne. Oui. Michel Caillouet, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, oui, je t'entends. Mais je n'entendais pas Michel, hein, Michel Dévolu. Oui, on t'entend, Samir. Oui. C'est juste que personne ne parlait. On attendait Michel. Merci. Alors, on n'entend pas Michel, toujours. Michel Dévolu. Bon, c'est moi qui. Voilà, parfait. Voilà. Mille merci, Michel. C'était très intéressant ta présentation. Alors, moi aussi, je vais rester hélas, un peu en tirant des plans sur la comète, mais comme tu l'as dit avec justesse, on ne peut se représenter, on ne peut avoir une politique extérieure commune que si on a des intérêts communs. À l'évidence, il y a des difficultés énormes actuellement. Alors, je résume. Est-ce qu'il serait envisageable, moi qui défends une Europe à plusieurs vitesses pour notamment les questions économiques, est-ce qu'il serait envisageable d'avoir une Europe, une politique extérieure à plusieurs vitesses, autrement dit un noyau dur européen, fédéré autour d'intérêts communs, et à partir de ce moment-là, on pourrait plus aisément alors ambitionner d'avoir une politique commune. Bon, je sais que ça implique de nouveaux traités et puis de bousculer beaucoup de choses, mais si l'on veut avancer, attendre que les 27 aient une opinion commune, que donc on n'ait plus besoin de la règle du veto, etc., ça me paraît très irréaliste. Alors, ce qui peut paraître comme une utopie au premier niveau, est-ce que ce n'est pas le plus réaliste qu'une Europe à plusieurs vitesses est un premier cercle qui est vraiment, là pour le coup, une politique extérieure commune? Oui, non, mais, bien sûr. Enfin, je ne sais pas s'il faut revenir à l'Europe des 6 de l'origine, hein, mais en fait, le traité de Lisbonne, c'était déjà dans le traité d'Amsterdam. Ce genre de choses, pour des actions concrètes ou des politiques concrètes, c'est possible. Oui. On a ce qu'on appelle les coopérations renforcées. Oui. On peut décider sur la base des traités actuels que quelques États membres travaillent ensemble. Alors bien sûr, il faut l'accord des autres, oui, pour lancer la coopération renforcée. J'ai parlé tout à l'heure de la coopération militaire renforcée. C'est un exemple, oui, qui permet de financer des projets sur les hélicoptères, etc., etc. Ça s'est fait dans le cadre du traité de Lisbonne, oui. Et au départ, il n'y avait que quelques pays qui étaient partie prenante. Et maintenant, vu quand même la dynamique, il y en a de plus en plus. Donc c'est possible, oui, c'est possible. Maintenant, faut-il, sur le plan juridique, faire éclater l'Europe actuelle entre un noyau dur et un noyau moins dur, etc. Ça, c'est, je n'en sais rien. Hein. Enfin, je n'en sais rien, mais je crois que ça risque d'être difficile. Oui.
Mais on perd, tu as raison, on perd en efficacité actuellement. Alors, il reste une dizaine de minutes avant la fin de cette conférence. Il y a deux questions. Une première de Laurent Bouvreau-Raymond. Souhaitez-vous la poser? Non, ça fait je suis désolé, Laurent, votre problème technique. Je vais la poser à votre place, vu que vous l'avez posée dans le chat. Problème technique. Mais on a la question. Bon. La question, c'est: le retrait du Royaume-Uni peut-il faciliter la mise en œuvre d'une politique extérieure commune? Bon, je dirais pourquoi pas, hein, oui, pourquoi pas. Ce qui s'est passé là, dans la négociation sur le Brexit, contre toute attente, parce que vous connaissez la politique de nos amis britanniques, parfois très très valable et parfois un peu moins valable, de diviser pour régner. Oui. Grâce à l'action de Barnier et son équipe, etc., on est resté unis, oui, dans cette négociation. Donc ça, c'était très bien. Maintenant, politique extérieure commune, alors je l'ai expliqué, il y a le commerce, etc. Bon, sur le plan de la défense, est-ce qu'on pourrait se passer du Royaume-Uni et de ses capacités militaires? Là, l'enjeu, c'est est-ce qu'on reste dans l'OTAN ou est-ce qu'on va au-delà de l'OTAN pour avoir une politique de défense européenne beaucoup plus autonome? Oui, voilà, c'est ça l'enjeu. Mais j'ai quand même l'impression que le retrait du Royaume-Uni a donné une impulsion, hein, oui, à ce qu'on appelle la construction européenne. Oui. On l'a vu avec le plan de relance, on l'a vu, Michel Devolue avait fait un article là-dessus sur la politique européenne de santé. Oui. Donc il y a quand même, il se passe des choses, alors pourquoi pas, oui. Si on prend conscience des défis qui sont les nôtres globalement pour les 27 États membres qui sont là, oui, avec nos frontières et tout ça, pourquoi pas, hein. On pourrait être relativement confiant. Mais il y a un problème de pouvoir qui est sous-jacent aussi, c'est ça qui est difficile. Je pense que je ne réponds pas entièrement à la question parce qu'on ne peut pas y répondre. Une question de camarade de la section, Jérémy Joubert. Oui. Oui, bonjour Michel, merci de votre intervention. Je rebondissais par rapport à une phrase, vous interrogiez, vous disiez, est-ce que les technocrates et les leaders, les élus politiques des différents pays de l'Union européenne seraient prêts à remettre une partie de leur pouvoir dans les mains de l'Union européenne dans ce domaine-là? On parlait notamment de la prise de décision sans unanimité. Mais je me posais aussi la question, est-ce que les peuples seraient prêts à accepter que des priorités de politique cruciales pour eux, hein, lorsqu'on connaît la culture la culture en Europe est très forte dans certaines régions, de voir que la politique extérieure serait dans leur domaine pour quelque chose qui est central pour eux, secondaire en quelque sorte. Alors j'avais en tête évidemment les pays d'Europe centrale et leur rapport à la Russie par exemple, mais on peut aussi parler des pays de l'Europe du Sud qui ont un rapport à la Méditerranée particulier. Est-ce que le problème n'est pas aussi cette divergence culturelle? Voilà. Oui. Bon. Oui, il y a des divergences culturelles, oui. Mais ces divergences culturelles, elles sont beaucoup plus fortes entre nous collectivement, oui, et le reste de beaucoup de zones ailleurs dans le monde, oui. Il y a quand même une certaine unité, au niveau la Charte européenne sur les droits fondamentaux, enfin, un certain nombre, la démocratie, l'état de droit, enfin, il y a quand même un acquis européen qui est plus ou moins partagé par tout le monde. Alors, je parle pas la Hongrie, la Pologne, ok, on est d'accord là-dessus. Mais ce que vous disiez là, pour avancer, enfin, on a essayé de créer progressivement une culture diplomatique commune, oui. Je pense qu'au niveau des fonctionnaires, des diplomates qui participent à ça, il y a une confiance réciproque qui s'est instaurée, hein, et on parle de plus en plus le même langage. Et le problème, il est là, c'est la confiance, oui, que l'on doit avoir, oui, pour aller de l'avant. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure du Parlement européen. Moi, je suis très content du rôle du Parlement européen, hein, oui.
il est capable de prendre des positions communes avec les différents groupes. Et le peuple, comme vous dites, il doit se sentir représenté dans ce Parlement européen. Oui. S'il y avait des partis politiques européens, je vois Pierre qui connaît mieux que ça, Pierre Jouvenat qui connaît ça mieux que moi, là, oui, le Spitzenkandidat, oui. Par exemple, s'il y avait des partis politiques qui s'affirment au niveau des élections et qui présentent une plateforme de politique extérieure commune dans le cadre des élections, on pourrait avancer. Oui. Il me semble qu'on pourrait avancer. C'est pas simple. Mais pour moi, le maître mot là-dedans, c'est la confiance réciproque. Les divergences, les différences, elles existent, mais elles ne sont pas si fondamentales que ça, à mon sens. Oui. Une dernière question de Jules Amato. Oui, merci. Alors, j'avais une question qui m'est venue tout à l'heure quand vous aviez parlé de la mise en place, par exemple, d'élections au Cambodge et d'autres actions du genre. Comment, en fait, on fait pour aider énormément au développement et contribuer dans la politique d'autres pays qui ont besoin peut-être de notre aide sans devenir les USA 2.0 et faire un peu de l'interventionnisme à tout va. Comment on peut être une Europe solidaire à l'international sans être non plus se mêler de tout le monde, des affaires de tout le monde? Oui. Alors, oui, c'est une question, effectivement. Je veux dire frontière est fine. Oui. Vous savez, d'autres pays qui font la coopération internationale, ils sont effectivement plus agressifs sur le plan de leur présence. Le Japon, lorsqu'il fait de la coopération internationale, il commence à exporter ses produits. Enfin, on peut prendre l'exemple de la Chine aussi, sur l'Afrique et tout ça. Alors effectivement, le monde, il n'est pas si beau que ça, même pour nous. Enfin, on a été colonialiste, on a été impérialiste, on a été esclavagiste, peut-être, oui. Donc on est en train, certainement. Donc on est en train on a changé, on essaye de changer, d'assurer notre mue collective depuis 70 ans. Hein. Et ce qui a été fait dans le cadre de ce que j'ai appelé le soft power, c'est ça, c'est que des valeurs européennes, des valeurs de liberté, etc., de solidarité, soient promues ailleurs dans le monde et pas seulement chez nous. Oui. Alors, est-ce que c'est de l'interventionnisme de faire ça? Chacun peut se poser la question. Pour moi, ce n'est pas de l'interventionnisme. C'est faire, de créer un monde plus humain globalement, et on a notre rôle à jouer là-dedans, et il ne faut pas le négliger. Oui. Sinon, on peut continuer à faire des guerres, hein. C'est possible aussi.